En 2019, Internet a soufflé ses 30 bougies. Sans doute l'invention du monde moderne qui a le plus changé nos vies. Il y a de quoi tomber à la renverse quand on songe à tout ce qu'Internet a déjà changé et rendu possible. Le web et ses ramifications se sont étendues à toutes les sphères de notre quotidien. Ces 30 dernières années, nous avons généré une vague de données informatiques qui a submergé le monde entier. Les données sont la ressource la plus précieuse de cette nouvelle ère numérique. Mais qui en a vraiment le contrôle ? La technologie blockchain offre aux utilisateurs la chance de reprendre le contrôle de leurs données face aux grosses plateformes du web. Les appareils et objets connectés se multiplient et de plus en plus, les machines communiquent directement entre elles. Dans bien des domaines, les progrès sont si rapides que même les spécialistes ont parfois du mal à suivre. Les technologies connectées vont aussi bouleverser le secteur de la mobilité. Mais sommes-nous préparés à cet avenir ? Imaginez que vous êtes dans le métro. Le système est piraté et vous restez coincé dans le tunnel. À l'horizon 2030, c'est peut-être à cela que ressembleront les transports. À Dubaï, un homme d'affaires commande sur son smartphone un drone taxi qui va l'emmener de toit en toit en quelques minutes. Des taxis volants autonomes. La solution pour éviter les embouteillages dans les métropoles de demain ? C'est en tout cas ce qu'on imagine chez l'allemand Volocopter, basé à Bruchsal dans le Bade-Württemberg. Alexander Zösel a cofondé cette entreprise qui conçoit et fabrique une nouvelle génération d'engins aériens. Pour fonctionner, un service de taxi volant a besoin de 3 choses. D'abord l'appareil lui-même, ensuite des terminaux de décollage et atterrissage, et enfin une infrastructure numérique. Celle-ci est indispensable pour coordonner le vol de tous les appareils qui circuleront simultanément dans les airs. Sans compter qu'ils croiseront d'autres types d'engins volants, comme des hélicoptères de secours, ou peut-être aussi des drones chargés de livrer des colis en milieu urbain, en particulier pour le secteur médical. En octobre 2019, l'entreprise réalise le premier vol piloté de son prototype dans le ciel de Singapour. Mais pour voler en toute autonomie plus tard, leurs appareils ont besoin d'un réseau mobile performant, avec un débit Internet rapide. Il faut pouvoir analyser en temps réel les données de vol et de sécurité, ce qui n'est possible qu'avec un réseau mobile 5G. Nous sommes donc à la recherche de partenaires qui développent ou opèrent cette technologie 5G. C'est l'un de nos principaux objectifs. Des drones taxis qui sillonnent le ciel de nos villes. Il y a encore 30 ans, c'était évidemment de la pure science-fiction. Avant l'avènement d'Internet, on voyageait autrement. Si besoin en autostop, carte routière en main, après avoir acheté ses billets d'avion en agence de voyage. Mais l'homme s'est bien vite habitué à la facilité et au confort offerts par les solutions numériques. Depuis 2017, à Berlin, un institut de recherche fédéral observe les usages et changements liés à notre société connectée. L'Institut Weizenbaum a été baptisé d'après l'informaticien Joseph Weizenbaum, l'un des pionniers d'Internet. C'est ici que Lena Ulbricht, chercheuse en sciences sociales, étudie l'histoire et le développement d'Internet. Au tout début, ce sont les instituts de recherche et les agences militaires de défense qui ont acquis de gros ordinateurs et les ont connectés les uns aux autres. Un tout petit nombre d'acteurs a participé à la naissance d'Internet. À une époque où les ordinateurs occupent encore des pièces entières, des informaticiens développent le réseau précurseur d'Internet. Nous sommes à la fin des années 60, aux États-Unis.
Une étape clé est franchie au tournant des années 90. Le Britannique Tim Berners-Lee, mathématicien au CERN, invente le lien hypertexte, élément crucial du World Wide Web. Au cours de la décennie suivante, la toile se développe rapidement et devient accessible à tous. Les années 2000 voient naître le Web 2.0, plus interactif. Les internautes communiquent et échangent via les réseaux sociaux. La prochaine évolution d'Internet est souvent qualifiée d'Internet des objets. En plus des ordinateurs, des machines et objets de toutes sortes sont aussi connectés. C'est par eux qu'Internet investit toujours plus de secteurs dans notre société. À Hambourg, Colin Müller se rend au travail. Depuis plus de 15 ans, cet informaticien et consultant suit l'évolution d'Internet avec passion. Nous sommes à l'aube d'une autre grande révolution d'Internet. Des millions, voire des milliards d'appareils seront connectés au web et vont générer une somme folle de données. Nous n'avons même pas idée de tous les changements que cela va entraîner. Mais à coup sûr, cela aura un impact au moins aussi fort que tout ce que nous avons déjà vécu ces 30 dernières années grâce au web. Avec son associé, il partage un bureau dans un espace de coworking où il conseille les entreprises dans leur stratégie numérique. Selon eux, le plus gros potentiel de changement réside dans une technologie précise, la blockchain. La blockchain a été inventée en 2008 par un homme, ou une femme, ou un groupe de personnes appelé Satoshi Nakamoto. Personne ne sait vraiment qui se cache derrière ce nom. Le premier grand réseau au monde utilisant une blockchain, le réseau Bitcoin, a été créé en 2009 et fonctionne sans interruption depuis. Le Bitcoin est une crypto-monnaie qui ne dépend pas d'une banque centrale. Cet argent virtuel sert de moyen de paiement sous la forme de tokens et peut faire l'objet de transactions entre utilisateurs. Les transactions sur le réseau Bitcoin sont vérifiées et validées par les agents du réseau eux-mêmes, ce qui rend superflus les intermédiaires centralisés tels qu'une banque. Que ce soit sur Internet ou même dans d'autres structures sociales, les intermédiaires sapent le réel pouvoir démocratique. Car ce sont eux, des opérateurs privés, qui déterminent nos relations les uns aux autres. Ils détiennent le contrôle absolu sur les données et informations échangées entre les utilisateurs du réseau. Il est donc dans notre intérêt à tous de supprimer ces intermédiaires, ou du moins de limiter leur influence, dès lors qu'une technologie meilleure existe, comme la blockchain. Pour l'heure, peu de gens comprennent vraiment la technologie blockchain. Colin Müller et son associé ont donc créé un site internet qui explique son fonctionnement. Sur l'exemple d'un bar. L'un des principes de base de la blockchain, c'est que chaque participant au système reçoit une copie identique des données échangées. Ainsi, tout le monde peut savoir quelles transactions ont eu lieu. Si l'on prend l'exemple de notre bar, une transaction correspond à la commande d'une bière. Chacun des 3 clients tient la liste de toutes les commandes passées au bar et note quelle boisson lui et les autres ont demandé. Même si l'un des clients a un coup dans le nez et oublie de noter une commande, les 2 autres détiennent la copie correcte de la liste des transactions. Maintenant, imaginons que dans le bar, il n'y a pas que 3 clients, mais des centaines. Tenir une liste devient fastidieux. Après tout, on est là pour s'amuser, pas pour noter les commandes. Pour l'homme, ce serait difficile à faire, mais pour un ordinateur, rien de plus simple. Avec la blockchain, chaque ordinateur tient la liste de toutes les transactions passées dans le système. Plusieurs transactions, aussi bien la signature d'un contrat qu'un virement monétaire, sont regroupées en un bloc et enregistrées dans un registre virtuel. Un procédé cryptographique complexe, fait d'algorithmes, relie ces blocs les uns aux autres. C'est la fameuse chaîne de blocs. La particularité, c'est que toute la chaîne est enregistrée sur tous les ordinateurs participant au réseau
et pas uniquement sur une instance centrale, tel le serveur d'une banque. Toutes les données sont accessibles de façon décentralisée. Avec une blockchain, quasiment tout ce qui se passe dans nos vies peut être considéré comme une transaction. Un mariage, une vente immobilière, l'envoi d'un colis, le paiement d'un ticket de parking. Donc ces événements, sous la forme de transactions, peuvent être gérés et enregistrés sur une blockchain. Exemple avec l'immatriculation d'un véhicule. En Allemagne, cela passe encore par un enfer de démarches administratives et de paperasse. À Ahrensburg, dans le nord de l'Allemagne, un prestataire de services propose d'éviter cette corvée à ses clients, particuliers ou entreprises, et de se charger de la procédure. À l'origine, l'entreprise était un simple atelier familial de fabrication de plaques minéralogiques. Mes grands-parents ont débuté en 1957 avec un atelier de fabrication de plaques. Ils se trouvaient à proximité immédiate du service d'immatriculation, ce qui a largement contribué à leur réussite. À l'époque déjà, les gens devaient se rendre sur place pour faire enregistrer leur véhicule. Ils recevaient un numéro d'immatriculation avec lequel ils se rendaient à un atelier de fabrication de plaques, par exemple celui de mes grands-parents. La plaque y était fabriquée, puis il fallait retourner la présenter au guichet qui y apposait les vignettes obligatoires. La démarche est quasiment la même aujourd'hui. Les propriétaires de véhicules peuvent certes faire la demande d'immatriculation en ligne, mais presque tout le processus qui suit est encore manuel. Puisque la demande se fait en ligne, le client a l'impression que la procédure est entièrement numérique. Mais en réalité, à cause des justificatifs demandés, beaucoup d'étapes sont encore traitées à la main, soit par les services administratifs, soit par le prestataire de services auquel vous vous êtes adressé. En Allemagne, les cartes grises sont encore délivrées en version papier. Il faut donc les scanner manuellement pour intégrer les données dans le système informatique. Un système qui doit changer à l'avenir. L'entreprise prestataire travaille à une solution blockchain. Elle est l'une des rares à tester cette technologie pour des applications inédites. Colin Müller a rendez-vous avec son chef de projet, Markus Olsok. Voici tous les documents nécessaires aujourd'hui pour immatriculer son véhicule. Il faut d'abord évidemment présenter sa pièce d'identité. Ensuite, il faut la carte grise du véhicule, le certificat de conformité européen, la demande d'immatriculation. Il faut aussi un contrat de mandat pour nous, le prestataire, une copie de la pièce d'identité du propriétaire du véhicule, un certificat d'assurance qui garantit que le véhicule est d'ores et déjà assuré. Il faut également un mandat de prélèvement SEPA pour que la somme de la vignette automobile puisse être débitée. La confirmation que vous avez réservé une immatriculation personnalisée si c'est le cas, et dans le cas d'une entreprise, un extrait du registre de commerce. Munis de tous ces documents, nous allons au service d'immatriculation à la place de nos clients pour lancer la procédure. Les documents originaux sont archivés. Le cas échéant, il faut donc les ressortir à la main. Pour pouvoir proposer un service totalement numérique, c'est le système tout entier qu'il faut refonder. La condition de base, c'est d'attribuer une identité numérique au véhicule physique, ce qu'on appelle aussi un jumeau numérique. Tout le système et les différents services que l'on propose dépendent de cela. Une fois qu'un véhicule a son jumeau numérique, toute la procédure peut y être rattachée et notre service sera entièrement numérique, ce qui apportera une valeur ajoutée. Un véhicule reçoit une identité virtuelle ou jumeau numérique sur la blockchain. Cet avatar va permettre d'y calquer tout le cycle de vie du vrai véhicule. Les événements qui s'y rapportent, immatriculation, constat d'accident ou encore contrat de vente, sont enregistrés dans la blockchain en tant que transaction. Celles-ci peuvent être réalisées en quelques secondes seulement entre les parties concernées.
À partir du moment où le véhicule a une existence numérique sur la blockchain, nous pouvons y associer tous les processus qui sont encore manuels aujourd'hui. Imaginons une page web ou une application sur smartphone où je me connecte. Les véhicules sur lesquels je peux intervenir me sont présentés. Et si je veux par exemple immatriculer celui-là, je vois d'un coup d'œil si tous les critères sont remplis. Là, c'est le cas. Je clique sur immatriculer. J'entre le numéro personnalisé si j'en ai réservé un, et je sais combien ça va me coûter. Je peux me faire livrer les plaques d'immatriculation à domicile, et je paie le tout avec ma carte de crédit. Le système vérifie que tout est en ordre, et si c'est bon, l'immatriculation du véhicule est validée et enregistrée. La démarche, qui dure aujourd'hui 2 à 3 heures, prend ici moins de 2 minutes. Une fois enregistrées sur la blockchain, les données du véhicule sont accessibles à tous les opérateurs du système, mais tout le monde n'y a pas forcément accès. Dans le cas présent, ce sont les services administratifs opérant la blockchain qui géreront les données enregistrées et qui choisiront en définitive qui peut y accéder. L'idée, ce n'est pas que n'importe quel utilisateur du réseau puisse accéder à toutes les données. Il faudra clairement définir qui peut voir quoi et sous quelle forme. Et ce service n'a pas non plus vocation à enregistrer toutes les informations personnelles. Avec la mondialisation, il n'y a pas que les données qui font le tour du monde, mais aussi les marchandises. Une pomme récoltée en Nouvelle-Zélande va parcourir un long trajet avant d'atterrir dans un supermarché européen ou américain. Pour le consommateur, il était jusque-là quasi impossible de retracer ce voyage. Une enseigne française veut rendre plus transparente toute la chaîne de production-distribution. Là aussi, c'est la technologie blockchain qui a été choisie pour cette application innovante. Je pourrais faire en sorte que potentiellement chaque tomate ait une adresse Internet et que chaque tomate communique, chaque poulet communique, chaque œuf communique des informations. Alors après, il faut qu'il ait la capacité de communiquer, qu'il ait un dispositif qui permette de communiquer, mais Internet a changé ça. Les consommateurs, plus soucieux qu'avant de l'origine des aliments et de leur mode de production, veulent savoir ce qu'ils achètent. Leur smartphone est l'outil idéal pour cela. Emmanuel Delerme a conçu une application de traçabilité qui permet de connaître l'origine d'un produit. Un QR code sur l'emballage de ses carottes, par exemple, renvoie à une carte qui situe l'exploitation agricole où elles ont été cultivées. J'obtiens toutes les informations nécessaires juste avec l'aide d'un smartphone sur l'endroit où les carottes ont été plantées, la date de leur plantation, qui les a plantées, l'ensemble des contrôles qui ont été faits, la date de l'emballage et puis enfin le moment où ça arrive chez Carrefour et où c'est proposé aux clients. Donc c'est vraiment un partage d'informations et d'informations précises sur ces carottes-là. Certains produits laitiers bénéficient aussi de cette traçabilité via la blockchain, comme ce camembert. Sur le smartphone, l'application retrace toute sa production, depuis la ferme laitière jusqu'à la fromagerie. Je sais exactement quand est-ce que la traite a eu lieu. Les vaches ont été traites le 10 septembre, la collecte s'est faite le 11, l'analyse antibio s'est faite immédiatement à réception, départ de la fromagerie le 29 octobre. L'application permet d'ores et déjà de suivre une douzaine de produits. Les producteurs entrent les informations eux-mêmes dans la base de données. Le principe de la blockchain empêche toute manipulation a posteriori. Toutes les informations d'élevage, toutes les informations de production, elles viennent de la source des informations, de celui qui les a produites ou de celle qui les a produites. C'est la beauté de la blockchain, c'est un système communautaire. L'avenir de la mobilité appartient aux véhicules autonomes. Beaucoup en sont persuadés, y compris les géants des nouvelles technologies qui s'intéressent depuis longtemps à ce secteur. Aux États-Unis, Tesla et Waymo, une filiale de Google, sont les leaders du marché. En Europe, les grands constructeurs automobiles tentent de suivre la cadence et de développer leurs propres véhicules autonomes.
lesquels n'auront plus grand-chose à voir avec les voitures qu'on connaît. Les voitures modernes sont déjà de vrais ordinateurs sur roues, voire de mini-réseaux réunissant jusqu'à 70 systèmes de guidage ou plus, qui sont autant de petits ordinateurs. Internet s'est aussi fait une place dans l'automobile. Un véhicule autonome doit être capable d'appréhender son environnement à 360 degrés. Pour ce faire, il dépend de nombreux capteurs, tels que des lidars, des radars et plusieurs caméras. Les données sont analysées en continu par l'ordinateur de bord, de façon à repérer et identifier correctement un piéton qui passerait devant la voiture, par exemple. À l'écran, nous voyons ce que voit le véhicule, plus exactement les mesures des capteurs LIDAR dont il est équipé. Chaque capteur a sa couleur. Le turquoise correspond à celui à l'avant-droite du véhicule. Ces points de mesure perçus par le LIDAR sont des mouvements, en l'occurrence ceux de la personne qui passe devant le véhicule. L'ordinateur de bord d'une voiture autonome doit aussi être capable d'identifier les autres véhicules, la signalisation routière ou des obstacles. Dans un deuxième temps, le système doit apprendre à se comporter de façon sûre et adaptée en toutes circonstances. Au sein de l'Autonomous Driving Campus en Bavière, les développeurs servent de coach au système d'intelligence artificielle. Falk Schubert travaille à la première génération de véhicules autonomes censés arriver sur le marché en 2021. Il est important pour nous de tester au plus tôt les voitures autonomes en conditions réelles. Nous pouvons évidemment mener de nombreuses simulations en laboratoire, mais se confronter à la vraie circulation, en particulier à tous les autres véhicules qui ne sont pas autonomes, ce n'est possible que sur la route. Les prototypes ont donc droit à un essai sur route quotidien afin de collecter les données nécessaires à leur perfectionnement. La destination du jour, l'autoroute A9 en direction de Nuremberg, désignée comme terrain d'expérience pour la conduite automatisée. Nous entrons sur l'autoroute. Dès que j'y suis, le système m'informe que je peux l'activer. Un simple bouton me fait passer en conduite autonome. Nous roulons à 80 km/h. Je n'ai plus besoin de tenir le volant. Je peux aussi enlever mes pieds des pédales. La voiture est sur la voie de droite. Elle surveille le trafic et quand elle captera qu'elle peut changer de voie, elle le fera. Cette décision dépend de plusieurs facteurs. La densité de véhicules autour de moi, la vitesse de ceux qui me précèdent, tout un ensemble d'informations complexes. Ensuite, grâce à des algorithmes et à l'apprentissage automatique, le véhicule s'entraîne à réagir au comportement des vrais conducteurs. Quand le système perçoit que la voie est libre, la voiture entreprend automatiquement de dépasser. On s'ennuie rapidement. Alors on peut s'occuper de différentes façons. On peut regarder un film, discuter avec son voisin ou avec les passagers à l'arrière, ou bien encore observer la circulation et le paysage. Plus tard, l'utilisation du portable au volant sera probablement autorisée, mais pour les modèles commercialisés en 2021, le conducteur doit encore se tenir prêt à reprendre la main à tout moment. Avec la génération suivante de véhicules autonomes, ce ne sera plus nécessaire et le conducteur pourra s'offrir de petites siestes. Les véhicules du futur totalement autonomes devraient même ne plus avoir de volant. Pour rouler en toute sûreté, le système compare les données issues de ces caméras et capteurs avec celles du Centre de recherche et développement, accessible via Internet. La conduite automatisée requiert une énorme puissance de calcul, ce qui nécessite une connexion Internet rapide. Sans un débit Internet élevé, le système ne pourrait pas exploiter en temps réel les données GPS ou de sécurité, et rien ne pourrait fonctionner. Falk Schubert transfère toutes les données collectées pendant la sortie test sur le serveur du centre.
Ces essais sur route nous servent de base pour appréhender l'environnement du véhicule en collectant une quantité massive de données. Nous les transférons ensuite dans un centre de traitement des données par différents canaux pour que nos partenaires du monde entier puissent aussi travailler dessus. Cela doit permettre d'améliorer telle ou telle fonction et de l'intégrer au véhicule. La plus grande part de l'analyse des données a lieu en externe. En cette ère de l'information, les données sont devenues des ressources essentielles et inestimables. L'accès au big data détermine le développement et l'aboutissement de nouvelles technologies. L'exemple type en est Google, la firme étendard de la Silicon Valley. Celle-ci dépend largement des données que les utilisateurs de ses services mettent à sa disposition, souvent sans même le savoir. Internet se caractérise aussi par la situation de monopole qui s'est installée ces dernières années. De très grandes sociétés du web détiennent toujours plus de parts de marché, notamment Google et Amazon. Cela signifie qu'elles ont évincé les autres acteurs et qu'au fil du temps, leurs concurrents auront toujours plus de mal à rivaliser dans ce combat pour Internet. Colin Muller se rend à Berlin, au siège d'une start-up qui mise sur la technologie blockchain afin de contrer ce monopole du big data. Bruce Pone et Trent McConaughey ont quitté le Canada pour Berlin et le dynamisme de son secteur technologique. L'endroit idéal à leurs yeux pour concrétiser leur vision d'un autre Internet. Pour l'instant, il n'y a pas de véritable protection de la propriété sur Internet. Si vous partagez des informations ou des données, vous en perdez le contrôle. La révolution amorcée par la blockchain, c'est que tout ce qui touche au numérique, dont font partie vos données, aura une valeur intrinsèque. Les deux Canadiens comptent sur la solution blockchain pour un meilleur partage et un commerce plus équitable des données. Qu'est-ce que l'économie des données? Et comment la blockchain peut-elle la déverrouiller? Par le biais de leurs véhicules autonomes, par exemple, les constructeurs automobiles collectent de nombreuses données sur l'environnement. Partager ces données pourrait rendre les véhicules autonomes opérationnels plus vite et plus sûrs pour tout le monde. Leur start-up planche sur un protocole informatique basé sur la blockchain où ceux qui produisent les données pourraient les proposer, selon des termes clairement définis, à ceux qui les exploitent. Notre protocole Ocean veut offrir un accès contrôlé aux données, avec des termes d'utilisation clairs. Sous quelles conditions suis-je prêt à partager mes données? L'utilisateur pourra-t-il les copier ou seulement les utiliser pour ses calculs sans pouvoir les enregistrer? Tout comme une voiture peut avoir son jumeau numérique, il est possible d'attribuer une identité propre sur une blockchain à toutes sortes de données numériques. Par exemple, des itinéraires captés par une voiture ou un smartphone. Ces données peuvent ainsi être rattachées à leur propriétaire, en l'occurrence celui du véhicule ou du smartphone. Il en garde le contrôle absolu et peut décider de les protéger, de les vendre ou bien encore de les partager à des fins de recherche. Aujourd'hui, l'économie des données est très opaque, dominée par quelques gros acteurs qui détiennent d'énormes silos de données. Nous avons inventé le protocole Ocean pour ouvrir l'économie des données. Il s'agit de créer une infrastructure publique en réseau à laquelle n'importe qui pourrait participer et qui garantirait la protection des données personnelles. La somme phénoménale de données générées par les appareils connectés représente à la fois un grand potentiel pour la recherche-développement et un grand risque, car chaque individu laisse derrière lui une trace de données qui peut aussi être utilisée à mauvais escient. Comme n'importe quelle technologie, la blockchain peut servir à rendre le monde meilleur ou à créer une dystopie dont personne ne voudrait. Par exemple, un véritable État policier qui distribuerait des sanctions automatiques. Une blockchain pourrait servir à compter les points de chaque citoyen. S'est-il bien ou mal comporté? A-t-il grillé un feu rouge?
La question qui se pose, c'est qui détermine ce qui est bien ou mal, ce qui est conforme au système. Voilà pourquoi il faut s'intéresser à cette technologie et la structurer dès aujourd'hui pour qu'elle corresponde à nos valeurs. Sinon, nous serons face à des systèmes définis par d'autres et nous devrons jouer selon leurs règles à eux. La sécurité des systèmes informatiques et le risque de surveillance globale met notre société face à de nouveaux défis. Y sommes-nous préparés? Une société très connectée est aussi plus vulnérable. Il arrive régulièrement que des individus lambda piratent des appareils numériques. Par exemple, un babyphone, le système d'alarme d'une maison ou encore un véhicule autonome. Aujourd'hui, il revient aux utilisateurs eux-mêmes de protéger leurs appareils avec des mises à jour régulières. Mais beaucoup, dépassés par une technologie qu'ils ne comprennent pas, laissent leurs portes grandes ouvertes aux hackers. La mise en réseau d'infrastructures sensibles, comme les réseaux de transport, en font aussi des cibles faciles pour les cybercriminels. Imaginez que vous êtes dans le métro. Le système est piraté et vous restez coincé dans le tunnel. Tout le trafic est paralysé. Pour que des passagers soient prêts à monter dans un taxi aérien autonome, il faudra qu'ils se sentent en parfaite sécurité. Alexander Zösel en est conscient. Établir des normes de sécurité a donc priorité absolue chez Volocopter. Pour nous, la sécurité n'est pas négociable. Offrir une sécurité moindre en échange d'un marché plus petit est inacceptable. Elle doit être la plus élevée possible. C'est donc une bonne chose que l'Agence européenne de sécurité aérienne ait publié une directive imposant aux taxis aériens le même niveau de sécurité qu'un avion de ligne, comme un A320. Même si notre taxi aérien accueille 2 passagers maximum, il doit être tout aussi sûr. À l'origine du projet, une idée de Stefan Wolf, l'autre fondateur de l'entreprise. Il s'est pris de passion pour les drones le jour où il en a acheté un pour son fils en guise de jouet. Il m'a appelé pour me dire qu'il avait une idée, mais qu'il ne savait pas si elle était réalisable. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours aimé relever des défis. Je lui ai répondu que je le recontacterais d'ici 2 ou 3 jours, le temps d'y réfléchir. Je l'ai rappelé 30 minutes plus tard, j'avais déjà une foule d'idées. En 2011, près de Karlsruhe, l'entreprise tente le premier vol au monde d'un multicoptère électrique. Le prototype se compose de moteurs simples et d'un ballon de gymnastique. Il y a peu de mécanique. Ce ne sont quasiment que des circuits imprimés. Puisque tout repose sur des composants électroniques et un logiciel, les coûts de production sont faibles. Cela nous autorise à produire et commercialiser un engin volant à bas prix, accessible au plus grand nombre. 5 ans plus tard, en 2016, leur invention obtient une licence de vol en Allemagne. Les ingénieurs touchent du doigt leur rêve, concevoir le moyen de transport autonome du futur. La différence entre les voitures autonomes et les engins volants autonomes comme notre drone taxi, c'est que le nôtre se déplace dans les airs, un milieu plus facile à appréhender. Dans les airs, les seuls obstacles sont les autres véhicules aériens, qui volent et se comportent selon les mêmes règles. Une grande partie de la recherche-développement, ainsi que l'assemblage des circuits imprimés, a lieu au siège de l'entreprise. Subventionné par l'État allemand, Volocopter a aussi levé d'importants fonds auprès d'investisseurs stratégiques de la branche informatique et automobile. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 150 salariés. Nous sommes une entreprise ultra digitalisée.
tant au niveau de nos flux de travail et de la recherche-développement que de notre produit. Sa sécurité est essentiellement assurée par son volet numérique. De nombreux capteurs fonctionnent en parallèle et transmettent leurs données à des systèmes connectés. Comme les voitures autonomes, cela signifie que nous dépendrons fortement d'une infrastructure numérique. En 2017, l'entreprise réalise le premier vol d'essai de son taxi-drone autonome au-dessus de Dubaï. Une phase test de 5 ans en conditions réelles y est en cours pour éprouver la viabilité économique du modèle. D'autres sociétés sont sur le même créneau. Tous les géants du secteur sont dans la course, ce qui nous motive d'autant plus et ce qui accélère les procédures auprès des autorités des villes. Nous avons confiance en notre appareil, que nous considérons à la pointe de cette technologie. Nous sommes convaincus que nous serons les premiers, ou parmi les premiers, à obtenir une licence pour l'exploitation commerciale de taxis volants en zone urbaine. Leur projet prévoit de placer les terminaux d'accueil des taxis aériens sur les toits des gratte-ciel. De quoi créer un réseau dense de liaison avec des points de transfert aux 4 coins de la ville. Les processus dans ces terminaux seront automatisés de façon à assurer une cadence rapide de passagers. Après chaque vol, par exemple, la batterie du taxi-drone sera automatiquement remplacée. La propulsion tout électrique est d'ailleurs un argument écologique de poids. Nous pourrions utiliser la technologie des piles à combustible, mais pas tout de suite, car elles pèsent encore un peu trop lourd et sont trop peu fiables pour des engins aériens. Mais quand les piles à combustible seront vraiment au point, les drones taxis pourront parcourir une distance bien plus grande. Ceci dit, toutes les technologies nécessaires sont déjà disponibles aujourd'hui, notamment des batteries assez puissantes. Construire des infrastructures de chargement ne suppose pas non plus d'avancées techniques. Tout est déjà en place. Quand on a une voiture, faire le plein d'essence ou de diesel est un acte banal. Et Internet n'y a rien changé. Enfin, pour le moment. Une start-up d'Essen veut lutter contre le bouleversement climatique en développant des solutions facilitant la transition énergétique. Car si les voitures électriques peinent à s'imposer, c'est avant tout parce que l'infrastructure pour les recharger est à la traîne. Il y a trop peu de bornes de recharge publiques. Et même si j'en trouve une, je ne suis jamais sûr de pouvoir l'utiliser et y payer. Il existe plus de 500 opérateurs de bornes et de nombreuses applications de e-mobilité. Sauf que les deux systèmes ne fonctionnent pas ensemble. C'est là que nous intervenons, pour interconnecter ces systèmes et que l'on puisse recharger son e-véhicule n'importe où. Dietrich Zimmermann et Christopher Burgan testent leur programme en sillonnant le centre-ville. Pour recharger leur voiture électrique à cette borne, ils ne vont pas utiliser l'application proposée par son opérateur, mais leur propre application. Celle-ci permet de commander directement la borne et de payer via une blockchain. Le tarif correspond. Durée 20 minutes, débuter la charge. La voiture et la borne de recharge ont chacune leur propre wallet ou porte-monnaie, où l'on peut directement transférer l'argent, des tokens de blockchain. Dès que la fiche électrique est retirée, le paiement s'effectue en quelques secondes et la voiture peut repartir. Il n'y a pas d'autre coût ou quoi que ce soit. Sur un réseau blockchain, les transactions peuvent être automatisées grâce à des programmes appelés smart contracts ou contrats intelligents. Ils vérifient que certaines conditions sont remplies et procèdent directement à la transaction. Ici, cela signifie que lorsque le conducteur a fini de recharger son véhicule, la borne prélève automatiquement la somme correspondante sur le compte de la voiture.
Au cours des derniers siècles, les transactions ont toujours eu lieu entre particuliers ou entreprises. Mais à l'avenir, un nombre croissant de machines seront connectées les unes aux autres et les transactions se feront entre elles. L'échange des informations passera par le web et par les objets connectés, à savoir l'Internet des objets. Ils communiqueront directement entre eux. La borne de recharge et la voiture, le capteur du parking et la voiture, la barrière de sortie et la voiture, etc. La blockchain nous aide à vérifier et valider les données des transactions pour que les machines puissent s'échanger des valeurs en direct. C'est ce qu'on appelle l'économie de machine à machine qui va se développer dans les prochaines années. Comme souvent avec les startups, c'est dans un espace de coworking que travaillent Dietrich Zimmermann et son équipe. À terme, tous les constructeurs de e-véhicules et les fournisseurs d'électricité pourraient utiliser leur programme. Un test est en cours avec plus de 1000 bornes de recharge en Allemagne. Il faut qu'un grand nombre d'acteurs puissent interagir et procéder à des transactions mutuelles. Or, il n'existe pas encore de technologie adaptée à cela. Le programme que nous développons doit permettre à tous ces acteurs de collaborer, de sorte que l'on puisse recharger son véhicule et payer directement. Les clients réclament toujours plus de services intégrés, c'est-à-dire qui font tout de A à Z, quel que soit le nombre de prestataires impliqués. C'est par exemple pouvoir utiliser une seule carte pour recharger une voiture à des milliers de bornes différentes. Cela suppose l'existence de plateformes Internet et de programmes ouverts à tous les opérateurs. Il espère qu'avec sa nouvelle interface publique, sa start-up pourra limiter le pouvoir de certains géants du web et leur mainmise sur la collecte des données. La technologie blockchain, et plus généralement les systèmes décentralisés, sont une forme de contre-pouvoir, grâce auquel nous pouvons espérer briser le monopole de certaines plateformes. Ces systèmes publics et décentralisés redonneront aux utilisateurs le contrôle de leurs données, ce qui, de facto, supprimera le monopole des multinationales américaines. La technologie blockchain présente néanmoins un gros désavantage. Elle est affreusement gourmande en énergie. Le réseau Bitcoin à lui tout seul consomme chaque année plus d'électricité que le Danemark. Les blockchains publiques et accessibles à tous, comme les réseaux Ethereum ou Bitcoin, ne peuvent fonctionner en toute sécurité qu'avec des algorithmes très énergivores. Les chercheurs travaillent à leur amélioration, de sorte à créer des blockchains publiques sécurisées qui consommeront moins. En région parisienne, à l'Institut de recherche technologique SystemX, Kay Bruce-Mich cherche à réduire la consommation d'énergie de la technologie blockchain. À condition de la rendre plus écolo, elle pourrait contribuer à la transition énergétique. Par exemple, en permettant d'utiliser les batteries des e-véhicules comme stockage temporaire sur le réseau électrique. Donc l'utilisation des batteries de véhicules pour stocker l'énergie verte durant la journée et la décharger pendant les pics de consommation permet non seulement de faire des gains économiques pour le propriétaire du véhicule, mais aussi de lisser la courbe de charge, c'est-à-dire équilibrer la demande et l'offre d'énergie au niveau des localités. Son groupe de recherche a conçu une simulation qui reproduit les besoins électriques d'une petite ville dotée de panneaux solaires. Ici, nous avons une marketplace d'énergie locale supportée par une blockchain où les habitants peuvent s'échanger de l'énergie et se faire aussi des transferts d'argent monétaire directement en passant par la blockchain. La simulation montre aussi quel impact la charge d'une voiture électrique aurait sur ce marché local de l'énergie. Le propriétaire d'un e-véhicule se rend au travail dans la petite ville utilisant l'énergie solaire. Puisque le matin, le soleil ne brille pas assez, il décide de revendre l'électricité de ses batteries au réseau de la ville. À
À l'inverse, à midi, il recharge sa batterie avec l'électricité solaire, maintenant disponible à profusion. Le soir, de retour chez lui, il utilise l'énergie de sa voiture pour ses propres besoins domestiques. Puis, il recharge sa batterie pendant la nuit avec l'électricité vendue à bas prix par l'opérateur du réseau. Toutes les transactions sur le réseau d'énergie locale passent par une blockchain. Les principaux verrous que l'on a identifiés et qu'on adresse dans notre projet d'autoconsommation collective sont la faisabilité technique d'une solution blockchain, c'est-à-dire est-ce qu'une blockchain ne consommerait pas trop d'énergie par rapport à la production d'énergie verte. Donc sur ce point, nous avons évalué que nous pouvons limiter la consommation d'énergie de la blockchain à 2 watts par habitant. Donc 2 watts, c'est moins qu'une ampoule LED à basse consommation. Les recherches de Kay Bruce-Mich ne règlent pas tous les problèmes, mais pourraient contribuer à rendre les petits producteurs d'énergie verte plus indépendants vis-à-vis du réseau électrique. On peut espérer que ce type de système de marketplace d'autoconsommation collective puisse arriver chez nous d'ici 2 à 5 ans, en fonction évidemment de l'engouement et aussi de la viabilité économique de ce type de modèle. Le port de Hambourg est le 2e plus grand port d'Europe. Et le terminal à conteneurs d'Altenwerder, l'un des plus modernes au monde. Ici, presque tout le processus de manutention est automatisé. Il y a encore 60 ans, les choses étaient bien différentes au port de Hambourg, qui tournait surtout à l'huile de coude. Avant la standardisation des conteneurs, les marchandises étaient déchargées à la main, puis elles poursuivaient leur route dans des wagons ferroviaires. Si les flux de travail ont évolué, c'est notamment grâce à des hommes comme Boris Wolf, responsable de l'optimisation des processus au terminal d'Altenwerder. Il y a 30 ans, le port de Hambourg voyait transiter 1,7 million de conteneurs standards. Aujourd'hui, nous en sommes à 8,7 millions, soit une augmentation de 400%. Pour autant, notre superficie n'a pas augmenté dans la même mesure. Donc, pour gérer un tel nombre de conteneurs, il faut optimiser au maximum leur transit et l'utilisation de l'espace. C'est possible grâce à l'automatisation et à la numérisation. Dans la zone de stockage, les conteneurs sont automatiquement triés par un ordinateur central. Ceux entreposés en bordure du quai sont toujours les prochains à devoir être chargés. De là, ils sont convoyés jusqu'aux porte-conteneurs par des chariots automatisés. Le système informatique contrôle chaque déplacement et détermine quel chariot envoyer à quel endroit. La zone où ces chariots circulent ne fait que 100 mètres de largeur sur toute la longueur du quai. Leurs déplacements sont optimisés, même s'ils semblent un peu lents et laborieux parfois. Chaque croisement, virage et déplacement de chaque chariot est parfaitement coordonné pour que les conteneurs quittent au plus vite la zone de stockage et rejoignent les portiques de manutention. Avant, ces chariots fonctionnaient au diesel. Aujourd'hui, ils sont en grande partie électriques. Quand leur batterie passe sous un niveau de charge critique, l'ordinateur central envoie le véhicule à la borne de recharge. Pour l'instant, les batteries des chariots ne servent qu'à leur propulsion. Mais notre objectif, c'est de pouvoir réinjecter leur charge électrique sur le réseau. Pour cela, le défi est de prévoir quand les chariots ne seront pas en fonctionnement. Si l'analyse des données nous aide à savoir au préalable que certains chariots ne seront pas utiles le lendemain ou le jour suivant, alors nous pourrons les connecter pendant cette période à une centrale électrique virtuelle.
Elle utilisera la charge disponible de leur batterie pour stabiliser la puissance du réseau électrique. Les centrales virtuelles agrègent plusieurs petites sources d'énergie et font le lien avec les utilisateurs de façon à coordonner la production et la consommation d'électricité. Cette interconnexion permet aux détenteurs de grosses batteries, comme celle des chariots, de réinjecter leur charge électrique sur le réseau pour le temps où elles ne sont pas utilisées. Les centrales virtuelles contribuent ainsi à stabiliser la tension du réseau électrique. À lui seul, l'opérateur d'une éolienne est trop petit pour peser sur le réseau énergétique. Les centrales virtuelles cumulent donc les capacités de plusieurs centrales à biogaz, solaires ou éoliennes, ou bien de nos chariots électriques, afin de les mettre à disposition du marché et de participer à la réserve primaire de puissance. L'impact d'Internet et des technologies connectées sur le monde à venir est encore difficilement concevable aujourd'hui. Quand j'imagine l'avenir, je vois des véhicules innovants et futuristes, capables de changer de voie et de dépasser tout seuls. Ils rouleront à vitesse régulière sans personne au volant. Et la circulation automobile sera plus sûre. Et Internet, existera-t-il encore tel que nous le connaissons ? J'ignore si dans 20 ou 30 ans, Internet existera sous la même forme. Il y aura peut-être, par exemple, des réseaux et des clouds réservés au transport qui ne seront connectés à rien d'autre pour des raisons de sécurité. Quoi qu'il en soit, il est important de poser dès aujourd'hui les jalons des technologies qui façonneront la société de demain. C'est à nous de créer et d'encadrer des applications pour et avec la blockchain qui fonctionnent selon nos règles, de sorte qu'elles apportent un soutien et un service à la société tout en respectant les valeurs fondamentales européennes.